Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à la grande question, n'est-ce pas? Celle qui nous a tous, à un moment ou un autre, fascinés, peut-être même un peu terrifiés, depuis toujours. L'étude sur laquelle on se base a fait un travail de dingue. Elle a compilé, analysé, synthétisé pas moins de 300 hypothèses différentes. Rien que ça. Le but, juste essayer, d'y voir un peu plus clair. Alors c'est parti, on plonge ensemble dans cette exploration assez incroyable. La voilà, toute simple, directe. Que se passe-t-il vraiment quand tout s'arrête? Si seulement la réponse était aussi simple. Mais en fait, loin de là. Il n'y en a pas une, il y en a des centaines. Alors, comment on s'y retrouve dans tout ça? Eh bien, pour mettre un peu d'ordre dans cette avalanche d'idées, la source les a classées. On peut voir ça comme de grandes familles de pensées, des clusters. C'est ce panorama qu'on va découvrir en premier. C'est un peu le catalogue de tous nos avenirs possibles, si on veut. Ok, regardons ce tableau. C'est assez impressionnant, non? On a là une vue d'ensemble de tout le spectre des possibilités. D'un côté, on a le matérialisme radical qui, disons-le, est donné comme quasi certain à 99,9% du point de vue purement biologique. Et de l'autre, on parle dans des choses beaucoup plus métaphysiques. La réincarnation, l'immortalité quantique. Ce qui est super intéressant, c'est ce pourcentage de réalisme. Attention, ce n'est pas une vérité absolue, c'est une estimation faite par la source basée sur ce qu'on sait aujourd'hui. Et c'est ça qui est fou, voir sur le même plan le sommeil éternel, le jugement divin, et même l'hypothèse qu'on soit dans une simulation et que la mort soit juste un game over, ça donne le vertige. Ce graphique, il met vraiment le doigt sur le cœur du problème. Il visualise parfaitement la grande tension qu'il y a derrière cette question. D'un côté, on a le matérialisme, quasi 100%, basé sur ce que la biologie peut observer, mesurer. C'est le concret. Et de l'autre, paf, on tombe à 20%, 5%, pour des concepts comme le nirvana ou le jugement divin. Ce graphique ne prétend pas dire « voilà la vérité ». Non, il nous montre juste le fossé immense entre ce qu'on peut prouver et tout ce qu'on peut imaginer. Bon, on a fait le tour du catalogue des possibilités. Maintenant, ça devient encore plus intéressant. La source ne s'arrête pas là. Elle essaie de construire une synthèse, une sorte de scénario le plus plausible. Et pour faire ça, elle mélange tout. La neurologie pure et dure, la physique et même les témoignages de ceux qui ont frôlé la mort. On passe donc du grand panorama à un récit, presque une histoire. Alors, cette synthèse repose sur 3 idées fondamentales. Le premier pilier, c'est l'extinction de l'observateur. Ça, c'est le point de vue extérieur. Pour un médecin, c'est simple, le cerveau s'arrête, fin de l'histoire. Mais, et c'est là que tout bascule, le deuxième pilier, c'est la distorsion du temps. Pour la personne qui meurt, subjectivement, le temps n'existe plus de la même façon. Une microseconde peut paraître une éternité. Et enfin, troisième idée, la conservation de l'information. L'idée que rien ne disparaît vraiment, que la structure unique d'une vie laisse une empreinte. La distinction entre le dedans et le dehors est absolument clé ici. Et maintenant, on va rentrer au cœur du réacteur, si je puis dire. On va suivre seconde par seconde le récit que la source a construit. La chronologie des derniers instants, mais vue de l'intérieur. On va changer un peu de ton parce qu'on entre vraiment dans quelque chose de très personnel, de très profond. Voilà donc les 5 étapes de ce grand effacement. C'est présenté comme une séquence, une après l'autre. Mais il faut garder en tête que subjectivement, tout ça pourrait se passer en un éclair. Allez, regardons ça de plus près, étape par étape. Première phase, le détachement. Le monde extérieur commence à s'effacer. Les signaux du corps, la douleur, l'angoisse, le poids même du corps, tout ça n'arrive plus jusqu'à la conscience. Et apparemment, ce n'est pas un moment triste. Au contraire, c'est décrit comme une libération, un sentiment de neutralité totale, une légèreté. Ensuite vient le panoptique. Ce n'est pas le cliché du film de sa vie qui défile. Non, c'est beaucoup plus intense. C'est comme si le cerveau, dans un dernier flash, ouvrait toutes les vannes de la mémoire. Et on ne revoit pas sa vie, on la revit intégralement. Chaque moment, chaque joie, chaque regret, tout en même temps. Avec une clarté absolue. C'est une sorte de jugement, mais sans juge. Juste soi, face à la totalité de son existence. Troisième étape, la transition lumineuse. Ah, le fameux tunnel de lumière. L'explication scientifique est assez simple. Ce sont les circuits visuels du cerveau qui se débranchent, tout simplement. La vision sur les côtés s'éteint avant celle du centre, mais ce qui est fascinant, c'est comment cette panne est vécue de l'intérieur, comme un passage, quelque chose d'accueillant, un retour à la maison. Et là, on arrive à la fusion. C'est peut-être l'étape la plus difficile à concevoir. Le moi, l'ego, se dissout complètement. Le prénom, l'histoire personnelle, tout ça, pouf, ça s'efface. La conscience ne se sent plus comme une entité séparée. Non, elle fusionne avec tout. Avec les atomes de la pièce, avec l'air, avec l'univers entier. C'est vraiment l'image de la goutte d'eau qui retrouve l'océan. Et enfin, l'ultime étape,
Le silence noir. C'est la fin du film. Le générique. Le tout dernier neurone a tiré sa dernière salve d'information. Le projecteur s'éteint. Et ce qui suit n'est pas un vide terrifiant parce que, il n'y a plus personne pour avoir peur. C'est un silence parfait. Un repos total. Simplement un retour à l'état qui a duré 13,8 milliards d'années avant notre naissance. Et tout ce cheminement nous amène à une pensée finale. Une conclusion qui est à la fois d'une simplicité désarmante et d'une profondeur vertigineuse. Et voilà la pensée finale proposée par la source. L'univers continue, et ce qui a été en devient la fondation silencieuse. C'est-à-dire que l'existence, l'information qui l'a constituée, n'est pas anéantie. Elle est juste réintégrée. Elle redevient une partie du grand tout. C'est une pensée qui, en fonction du regard de chacun, peut être soit glaçante, soit incroyablement apaisante. Et c'est sur cette idée, je trouve assez vertigineuse, que cette analyse se termine.